Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Tchad 24 au sommaire de cette édition. Au Tchad, la liberté de la presse continue de reculer selon le rapport 2025 de Reporters sans frontières qui dénonce arrestation, intimidation et impunité. Nous évoquerons cette situation, la consommation de drogue et autres substances qui représentent un véritable danger pour la santé physique et mentale des enfants de la rue à N'Djamena. La liberté de la presse continue de reculer au Tchad selon le rapport 2025 de Reporters sans frontières qui dénonce arrestation, impunité et intimidation, notamment autour de la disparition du journaliste Noba Msotina. RSF appelle les autorités à protéger les médias et à rendre justice. Mbarak Maxime. Le rapport 2025 de Reporters sans frontières dresse un constat particulièrement sombre de l'état de la liberté de la presse dans le monde. Pour la première fois, plus de la moitié des pays de planète présentent une situation qualifiée de difficile ou de très difficile. La moyenne mondiale des scores chute sous la barre des 55 pays, confirmant une tendance à la régression, alimentée notamment par les pressions politiques, les crises économiques et les violences à l'encontre des professionnels des médias. Le Reporters sans frontières publie également sa nouvelle liste des prédateurs de la liberté de presse, regroupant 34 individus, partis, entreprises ou organisations accusés de s'attaquer de manière grave ou systématique aux droits de l'information. Parmi eux figurent des personnalités comme Vincent Bolloré, pointé pour son influence grandissante sur des groupes de presse, et Elon Musk, épinglé pour des pratiques d'intimidation ou de harcèlement envers des journalistes sur plateforme X. Des acteurs étatiques et militaires sont également cités, notamment le Parti communiste chinois et les forces armées israéliennes accusées de graves violations ayant conduit à la mort de plusieurs journalistes. Pour la 9e année consécutive, la Norvège occupe la première place du classement mondial de la liberté de presse. L'Estonie prend la 2e place, suivie des Pays-Bas. À l'inverse, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale enregistrent une forte dégradation, tandis que l'Union européenne et les Balkans conservent, malgré des tensions croissantes, les meilleurs scores régionaux. Le Brésil, lui, remonte progressivement après les années tendues de l'ère Bolsonaro. Dans ces panoramas mondiaux, le Tchad demeure un pays où le travail journalistique reste exposé à de nombreuses entraves. Le Reporters sans frontières relève régulièrement des cas d'arrestation arbitraire, d'intimidation, de convocations administratives répétées ou encore des restrictions temporaires des médias, notamment lors des périodes électorales ou des tensions politiques. Si certains journalistes sont relâchés après interrogatoire, ces pratiques créent un climat d'autocensure qui fragilise l'accès à une information libre et indépendante. Parmi les dossiers les plus préoccupants, celui de la disparition du journaliste Noba Msotina reste l'un des plus symboliques. Journaliste tchadien et correspondant de presse, il a disparu il y a plus de 10 ans dans des circonstances jamais clarifiées. Malgré les appels répétés de sa famille, des confrères et organisations de défense des droits humains, aucune enquête concluante ni communication officielle n'a permis de faire la lumière sur son sort. Pour de nombreux acteurs de la société civile, ces cas illustrent la vulnérabilité persistante des journalistes au Tchad, en particulier ceux qui couvrent des sujets sensibles tels que la gouvernance, les droits humains ou les enjeux sécuritaires. Le Reporters sans frontières appelle les autorités tchadiennes à garantir la sécurité des professionnels des médias, mettre fin aux arrestations arbitraires et intimidations, relancer des enquêtes transparentes et crédibles sur les cas non élucidés, dont celui de Noba Msotina. Alors que la liberté de la presse recule sur tous les continents, le respect du droit à l'information apparaît plus que jamais comme un enjeu démocratique majeur. Sans presse libre, il n'y a pas de débat, et sans débat, il n'y a pas de démocratie, rappelle le Reporters sans frontières dans son rapport. Les drogues et autres substances psychoactives représentent un véritable danger pour la santé physique et mentale des enfants de la rue à N'Djamena. Cette situation critique appelle à la responsabilité collective pour assurer un encadrement adéquat de ces enfants. C'est un reportage de Jessica Ferenga. Vivre sans famille, abandonné à soi-même, sans abri, ni endroit pour se nourrir, reste le quotidien de nombreux enfants dans plusieurs pays d'Afrique. Ils n'ont jamais voulu faire face à cette difficulté, mais les circonstances de la vie leur a conduit à cela. Leur place, censée être à l'école, dans une famille, entourée d'amis, où ils peuvent s'épanouir, rire et découvrir le monde. Malheureusement, ils se retrouvent dans la rue, exposés à la consommation des stupéfiants. C'est la réalité de bon nombre d'entre eux à travers la capitale tchadienne, N'Djamena. Moi, je prends cool, je prends cigarette, je prends le boisson.
Boisson-là, ça n'est pas bon. Les enfants sont souvent exposés à ces stupéfiants à un âge précoce. Quelles en sont les raisons? Il y a certains qui sont des orphelins, il y a d'autres qui sont des parents. Donc il y a certains qui sont sortis par civisme et d'autres par certaines méchancetés de marâtres. Il y a certains qui sont des margarines. Les familles dysfonctionnelles, la pauvreté et les traumatismes peuvent également contribuer à la vulnérabilité des enfants face à ces stupéfiants. J'ai sorti à la maison. S'il n'y a pas à la maison, mon père, elle ne veut pas, elle me frappe. La consommation des stupéfiants comme l'alcool, dont le prix est abordable pour ces jeunes, a généralement des conséquences dévastatrices sur leur santé physique. Maladies comme les cancers ou soit des strokes cérébrales ou hépatiques, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, il y a beaucoup de conséquences. Les enfants qui consomment des stupéfiants sont susceptibles également de développer des problèmes de dépendance, des troubles d'humeur et des comportements à risque, selon Dr David Yahaman, psychologue. L'alcool contient de la caféine et d'autres substances qui peuvent, si c'est consommé de manière précoce, et cela peut altérer la maturation cérébrale et entraîner plutôt d'autres troubles psychologiques plus graves. Pour faire face au phénomène des enfants dans la rue, le gouvernement a mis sur pied plusieurs centres sociaux afin de s'occuper de leur réinsertion. Cependant, ces centres sociaux sont limités faute de moyens. Parce qu'ils sont exposés à tout. Nous, on est là par exemple le matin, en journée, mais la nuit, on ne sait pas ce qui se passe avec ces enfants. Pour que ces enfants prennent conscience, il faut vraiment que le gouvernement met la main dedans. Outre ces centres sociaux, le Centre diocésain de la recherche en alcoolologie est aux côtés du gouvernement depuis 25 ans pour lutter contre le fléau des enfants de la rue, spécifiquement ceux qui consomment les drogues et autres stupéfiants. On fait des cures 100% pour des enfants de la rue. Et après, il y a tout ce qui est réinsertion. Alors là, on essaye de voir avec des éducateurs spécialisés, de se dire est-ce que vous pouvez les accompagner. Donc il y a deux types, je dirais, de réinsertion possibles suivant leur âge. Il y a la réinsertion par l'école. Cela n'est pas suffisant car de nombreux enfants regagnent la rue chaque jour. Les centres sociaux censés leur apporter de l'assistance n'ont pas la capacité et les moyens techniques pour y faire face. C'est pourquoi elle lance un appel à l'aide. Au niveau du centre social numéro 1, on n'a pas de moyens. On va faire plaidoyer auprès des organisations du gouvernement pour vraiment nous appuyer sur certains problèmes de ces enfants. On passe des messages, mais messages sans agir. On ne fait que parler, on ne fait que parler. Il n'est plus le temps de parler seulement, il faut agir. Si les enfants sont dans la rue, la faute peut être d'une part imputée à certains parents. Un appel à la prise de conscience est lancé. Nous tous, on sait que ces enfants sont nés d'une famille. Et il y a certains enfants que leurs parents sont là. Moi, je fais appel à ces parents-là. Je veux retourner à la maison. Je veux retourner chez mes parents. Paris, là, jamais inventé. La prise des stupéfiants au Tchad est une urgence nationale. Il est temps pour le gouvernement, les partenaires et les parents de prendre des mesures concrètes pour protéger les enfants et l'avenir du pays. Au Tchad, des milliers d'enfants naissent chaque année sans que la grande majorité ne soit enregistrée à l'état civil. Un phénomène préoccupant qui prive ces enfants de leurs droits fondamentaux à l'identité et les expose à de nombreuses discriminations sociales et juridiques. Ces derniers temps, malgré des campagnes de sensibilisation et des réformes amorcées, l'enregistrement universel des naissances reste une équation à résoudre. Les explications de Hamta Tanso.
La négligence ou la lenteur de la délivrance de l'acte de naissance, premier document officiel attestant de l'existence juridique d'une personne, fait de nombreux enfants tchadiens apatrides. Des zones urbaines aux zones rurales, l'enregistrement des naissances dans les hôpitaux et des actes de naissance dans les centres d'état civil chute proportionnellement. Des zones urbaines aux zones rurales, l'enregistrement des naissances dans les hôpitaux et des actes de naissance dans les centres d'état civil chute proportionnellement compte tenu de la mentalité des parents. Face à ces constats, le gouvernement de la République du Tchad, en collaboration avec ses partenaires comme l'UNICEF et Technidev, multiplie des stratégies pour que tous les enfants tchadiens soient enregistrés. Denin Lelum Wilfried est agent d'état civil à l'hôpital Notre-Dame des Apôtres. Pour l'enregistrement des naissances, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste que le parent apporte le bulletin de déclaration de naissance remis à la maternité lors de l'accouchement, accompagné d'une carte d'identité nationale. Et c'est tout. Nous enregistrons pour les hôpitaux, surtout le 6e et 7e arrondissement pour l'hôpital Notre-Dame des Apôtres. Ces actions ponctuelles ont permis, selon l'UNICEF, que le taux d'enregistrement des naissances pour les enfants de moins d'1 an passe de 21% en 2021 à 28% en 2023. Pour rapprocher davantage les centres d'enregistrement des zones rurales ou enclavées, le responsable du centre d'opération de Technidev, Djiraïbe Salkoutou Rodrigue, explique. Lorsque nous parlons de guichet d'enregistrement à l'état civil, ce guichet est installé d'abord au sein d'un hôpital, autant pour moi. Maintenant, nous travaillons avec 3 entités, c'est-à-dire avec la maternité. Pourquoi on avait installé le bureau à l'hôpital? Parce qu'on estime que toutes les naissances se passent d'abord à l'hôpital. Donc on installe le guichet à côté de la maternité. Maintenant, nous travaillons également avec les centres de vaccination, les centres de santé. Donc, supposons qu'un enfant n'est pas né à l'hôpital, il revient maintenant à la vaccination, on peut maintenant le capter à ce niveau. Maintenant, supposons également que des enfants qui ne sont pas nés à l'hôpital et qui ne reviennent pas aussi à la vaccination, et qui sont nés dans le milieu communautaire, on dispose également des registres qu'on donne maintenant aux agents communautaires, et eux maintenant partent dans des villages, dans des endroits reculés, et qui ramènent maintenant à l'agent qui est installé. Voilà, voici un registre, c'est écrit formulaire de déclaration de naissance pour les agents communautaires. Donc on met ce registre à leur disposition, ils vont maintenant dans la communauté, ils font des enregistrements, ils viennent maintenant au sein de l'hôpital, ils donnent à l'agent qui est censé enregistrer dans l'application, il enregistre des informations et ensuite il peut imprimer des actes de naissance, l'agent communautaire retourne dans la communauté pour... L'enregistrement de naissance est essentiel pour garantir l'identité légale d'un enfant, lui permettre d'accéder à ses droits et le protéger contre les préjudices selon l'UNICEF. Sans un système performant et universel d'enregistrement des naissances, le Tchad risque de laisser toute une génération sans identité légale avec des conséquences lourdes sur le plan social, économique et sécuritaire. L'un des vieux cimetières de N'Djamena, celui de Farcha, arrive aujourd'hui au bord de l'asphyxie. Malgré son âge centenaire et son espace saturé, les enterrements s'y poursuivent encore, révélant un profond dysfonctionnement dans la gestion funèbre de la capitale. Tansou Amta et Abakar Mamat y ont fait un tour. Dans le premier arrondissement de N'Djamena, le cimetière de Farcha, l'un des plus anciens lieux d'inhumation de la capitale, semble avoir atteint ses limites. Officiellement considéré comme saturé depuis plusieurs années, il continue pourtant d'accueillir des enterrements. Une situation qui soulève des interrogations au regard de l'enchevêtrement des tombes et du silence persistant des autorités communales. À quelques pas de la commune du 1er arrondissement et de la faculté des sciences appliquées de Farcha, le cimetière s'étend sur un vaste terrain autrefois calme et ordonné. Aujourd'hui, le visiteur y découvre un espace densement occupé où chaque mètre carré semble disputé entre tombes anciennes et récentes. Entre les stèles cassées, les sépultures entassées et les allées disparues sous les traces du temps, l'impression d'un lieu saturé s'impose immédiatement. Ce constat a été confirmé lors de notre visite ce lundi 2 novembre. Une fosse déjà creusée attendait l'arrivée d'un corps pour l'inhumation, tandis que de nombreuses tombes fraîchement recouvertes de sable témoignent de l'activité continue du site. On nous a dit plusieurs fois que le cimetière était fermé, mais personne ne nous a montré où aller ailleurs, confie un fossoyeur rencontré sur place qui a préféré s'exprimer hors micro. Interrogé sur les risques de superposition des corps dans un espace aussi exigu, il soupire avant de relâcher. Parfois, on tombe sur des ossements, mais que peut-on faire? Les gens viennent
ils doivent enterrer leurs morts. Face à l'ampleur de la saturation, une question revient inlassablement. Comment continue-t-on à inhumer alors qu'il n'y a plus d'espace disponible? Les fosses sont-elles creusées sur d'anciens emplacements? Autant de préoccupations légitimes auxquelles il est difficile d'obtenir des réponses. Selon nos informations, le gardien du cimetière aurait également disparu, laissant le site sans aucune surveillance structurée. Nos tentatives d'entrer en contact avec l'exécutif communal du 1er arrondissement sont aussi restées sans suite. Au-delà des risques sanitaires, c'est la dignité même des défunts qui semble mise à mal. Certaines tombes anciennes, abandonnées ou non identifiées, sont partiellement détruites ou recouvertes par de nouvelles sépultures dans un désordre qui traduit l'absence de la gestion claire. En attendant une décision officielle, les enterrements se poursuivent quotidiennement dans ce cimetière qui semble déjà avoir offert tout l'espace qu'il pouvait. Farsha, mémoire funéraire de la capitale, étouffe aujourd'hui sous le poids des années et du silence des autorités. Le Centre Al-Mouna de N'Djamena a accueilli ce lundi le lancement du festival de cinéma Héros Afrique, un événement qui a réuni plusieurs acteurs culturels et passionnés du 7e art. Le compte-rendu de Dylan Antali. Ce rendez-vous cinématographique se veut un moment fort de célébration du cinéma à travers des échanges culturels, la diversité et la rencontre entre les peuples. Dans son discours d'ouverture, le directeur du Centre Al-Mouna, professeur Gondé Ladiba, a mis en avant la particularité de cette édition marquée par une programmation plus inclusive et tournée vers la jeunesse. Cette édition se distingue par la qualité et la richesse de sa programmation. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir des films tchadiens primés au FESPACO, Madjibara et Dia, qui portent en haut les couleurs du cinéma tchadien. À leur côté, nous présenterons des œuvres africaines telles que L'homme qui plante les baobabs de Michel Zongo et Boa Matandia de Jules Kala et Yango. Un film français intitulé Jackie Caillou de Lucas de Langle, ainsi que deux documentaires qui viennent enrichir le débat et la réflexion. La chargée d'affaires de la délégation de l'Union européenne au Tchad, Sona Jarosova, a pour sa part souligné l'importance du cinéma et de la culture comme levier de rapprochement entre les communautés et vecteur de dialogue interculturel. Le cinéma est le langage universel de l'humanité. C'est un outil de dialogue puissant, un moyen de compréhension mutuelle. Regarder un film, c'est déjà rencontrer l'autre. C'est s'ouvrir à des vies, des émotions, des histoires qui ne sont pas les nôtres, mais qui nous parlent de nous. Pour l'Union européenne et ses États membres, la culture, et en particulier le cinéma, est un levier de rapprochement, mais aussi de développement. Afin de permettre à un public large et diversifié de profiter de cette fête du cinéma, plusieurs projections sont programmées dans 6 sites à travers N'Djamena ainsi que dans d'autres villes du pays. La soirée d'ouverture a été marquée par la projection des 2 films Madjabara de Salma Khalil et Dia d'Achille Roy Namo, suivi d'échanges enrichissants avec des grandes figures du cinéma présentes pour l'occasion. Élection présidentielle en Guinée, le général Mamadi Doumbouya a été candidat à sa propre succession. Au Soudan, les États-Unis tentent d'obtenir une trêve humanitaire tandis que les Émirats arabes unis reconnaissent des erreurs dans la gestion du conflit qui a provoqué la fuite de plus de 71 000 personnes après l'avancée des FSR à Al-Fasher et grâce à Dikoldingam. Le général Mamadi Doumbouya a officiellement déposé lundi son dossier de candidature à la présidentielle guinéenne du 28 décembre. 4 ans après avoir renversé Alpha Condé, il s'était engagé à rendre le pouvoir aux civils à l'issue de la transition. Mais il a finalement changé de position, porté par ses partisans qui réclamaient depuis plusieurs semaines sa participation. Une volte-face vivement critiquée par l'opposition qui dénonce une confiscation du pouvoir. Pendant ce temps, au Soudan, les États-Unis intensifient leurs efforts pour obtenir une trêve humanitaire dans un conflit qui dure depuis 2 ans. En visite au Caire, le conseiller américain pour les affaires arabes et africaines, Massad Boulo, a révélé l'existence d'un plan comprenant une feuille de route détaillée, une trêve de 3 mois suivie d'un processus politique de 9 mois. L'initiative est américaine. Nous travaillons actuellement avec les 2 parties pour finaliser ce premier accord, a-t-il déclaré.
Lors du sommet annuel de Manama, Anwar Gargesh, conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis, a reconnu des erreurs dans la gestion internationale de la crise soudanaise, notamment au moment du coup d'État ayant renversé le gouvernement civil. Avec le recul, c'était une grave erreur, a-t-il admis. Les Émirats accusés par Khartoum et plusieurs ONG de soutenir les forces paramilitaires démentent toutefois ces allégations, alors que des appels au boycott de Dubaï et Abu Dhabi circulent sur les réseaux sociaux. Sur le terrain, la guerre continue de provoquer un exode massif. L'OIM fait état d'environ 71 000 personnes déplacées à El Fasher et dans les localités environnantes une semaine après la prise de la capitale du Darfour Nord par les forces de soutien rapide. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme évoque des témoignages horribles, exécutions sommaires, massacres, viols, attaques contre les humanitaires, pillages et déplacements forcés. Voilà tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite des programmes.